Allez, bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier avec, vous avez vu, un changement de grenier puisque je me suis vraiment et réellement et véritablement fait expulser, un peu comme des Danois du Groenland, sauf que moi c'était de mon grenier. Salut les copains, salut les amis. Écoutez, cette semaine, un sujet super important pour ce JT du nouveau grenier réalisé sans montage et sans trucage, c'est l'apocalypse sécuritaire et un sujet qui n'est jamais traité, c'est l'importance de la sécurité dans l'économie. Il n'y a pas, et mes petits singes de la sagesse derrière moi seront d'accord, il n'y a pas d'économie saine et développée possible sans sécurité. Ce qui se passe sur le front sécuritaire est actuellement extrêmement grave et c'est pour ça que nous allons voir un petit peu et parler tous ensemble aujourd'hui, échanger des réflexions autour de l'idée de sécurité, de son importance dans l'économie. Et évidemment, comme étant cet effondrement de la sécurité étant le premier marqueur de l'effondrement général de l'économie et de l'effondrement économique général que nous sommes en train évidemment de vivre. Effondrement sécuritaire, alors grenades et fusillades, c'était pour la rime. Quand violence ruine nos finances, là aussi, c'était pour la ruine, pour la rime, lapsus révélateur, hein, pour la ruine. En réalité, ici, c'est pas la violence, elle ruine pas nos finances. La violence, elle ruine nos économies et donc évidemment par ricochet nos finances. Mais c'est pas la violence qui ruine nos finances. Vous allez me dire, oui, mais il y a un coût, il y a le coût pour la justice, la police, etc. Oui, effectivement. Mais en réalité, ça, c'est que l'écume des choses. Le coût pour la justice, le coût pour nos services de police et de gendarmerie, c'est rien du tout par rapport à ce que c'est en train de coûter de manière globale à notre économie en perte d'opportunités et puis surtout en effondrement. Et je vous emmène dans ce petit voyage, quelques faits divers juste pour replanter le contexte. Attention, on amène juste un petit peu de nuance dans la réflexion. Là, je pars de faits divers. Et vous allez voir, on va progressivement monter pour vous illustrer un contexte sécuritaire au sens large. Chaque fait divers en lui-même n'a strictement aucun sens en réalité. En donner et corriger évidemment des drames pour chacune des familles qui sont touchées, d'accord ? Mais on ne fait pas des lois ou on ne peut pas tirer de règles générales de faits particuliers. Simplement, quand vous avez une addition de faits particuliers, tout un contexte, eh bien, en droit, on appelle ça un faisceau de présomption. Et ce faisceau de présomption, eh bien, c'est le bon sens que nous avons tous. Et notre bon sens, il nous souffle à tous qu'effectivement, c'est le bazar dans notre pays, et je reste poli. Bruno Retailleau à Grenoble qui disait « Toutes les limites sont désormais franchies » à propos de la grenade qui a été jetée dans un bar. Alors peu importe que le bar aujourd'hui ce soit a priori quelqu'un connu des services de police, etc. etc. Bon, ok, l'enquête le dira, mais voilà. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui dit « Nous ne luttons pas à armes égales ». Et oui, les forces de police n'ont pas assez de grenades à main, ce que le grand banditisme peut avoir, de même que les forces de police n'ont pas de RPG et autres lance-roquettes, ce que les méchants ont, et les forces de police n'ont pas beaucoup de drones, ce que les méchants ont pour faire des livraisons, y compris au-dessus et dans les prisons. Donc, on ne lutte pas à armes égales, mais ça, il ne tient qu'à M. Retailleau et tous les mamamouchis des gouvernements actuels, futurs et passés, de se doter des moyens nécessaires, d'accord ? C'est eux qui sont en capacité de le faire. S'ils ne le font pas, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Et on parlera plus tard de ce qu'est la décision et encore une fois de l'importance de la puissance de la décision dans l'action politique et dans l'action publique. Ici, c'est un dessin pour illustrer le terrible assassinat dont a été victime la petite Louise. J'ai trouvé ce dessin très poétique et très joli. Je me suis permis de l'utiliser juste pour illustrer ce dramatique événement qui a touché une gamine. Et tous les parents sont sensibles à ça. C'était pareil, juste, mais j'aurais pu mettre le petit Elias, etc. Enfin voilà, c'est tous les jours, d'accord, qu'il y a des gamins qui se font poignarder aujourd'hui. Mort d'Elias, la France n'a pas su le protéger, affirme Gérald Darmanin. C'est pas la France, c'est pas la France, c'est l'État, c'est la République. Et nous allons voir également pendant cette vidéo, bien évidemment, que c'est pas l'État, c'est moi, hein, comme disait l'autre, de manière complètement ridicule.
L'État doit d'abord nous assurer la sécurité, c'est son rôle premier, nous y reviendrons, c'est même écrit dans la Constitution. Le nombre ici de coups et blessures volontaires enregistrés qui a été multiplié par 5 depuis 1996. Alors évidemment, pour les plus jeunes, ça vous dira rien, mais moi, 1996, j'étais un jeune, et en 1996, eh ben, effectivement, on pouvait se balader dans les rues, on n'avait pas peur, et il n'y avait pas du tout la violence que nous avons aujourd'hui et la crainte que les parents peuvent avoir pour les jeunes enfants et les jeunes adultes d'ailleurs qui sortent aujourd'hui. Regardez, comprendre l'effondrement toujours qui a commencé, cet effondrement sécuritaire, cet apocalypse sécuritaire. Depuis début janvier, je suis à 70 de vie. Utilisé pour sécuriser une zone, les blocs de béton sont de plus en plus plébiscités. Vous savez, les énormes blocs de béton pour éviter les attaques à la voiture bélier où les gens viennent et puis ils écrasent des dizaines de personnes comme ça avait été le cas pour la première fois lors de l'attentat de Nice, sauf que vous avez bien remarqué qu'aujourd'hui ça se reproduit encore et encore et encore. Nous sommes tout simplement dans une guerre à bas bruit, dans une guerre à bas fond, et il faut nommer les choses. C'est une guerre sécuritaire aujourd'hui qui a lieu en France, sauf que nous ne l'avons pas nommée, et quand on ne nomme pas les choses et quand on ne désigne pas les ennemis, et bien évidemment, vous savez quoi, vous ne pouvez pas gagner la guerre que vous ne voulez pas voir. Pourtant, c'est bien une guerre qui nous est menée, et cette guerre, et bien évidemment, elle va entraîner l'effondrement économique, et c'est pour ça que je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière, l'effondrement a déjà commencé, et l'effondrement économique, en réalité, est précédé par cet apocalypse sécuritaire qui est l'effondrement de la structure sécuritaire de l'État. Alors ça tient encore évidemment par endroits, tout n'est pas complètement détruit, mais ça en prend le chemin, et donc voilà, reliez les points, prenez un peu de la hauteur, distanciez-vous vis-à-vis des événements, observez-les dans leur globalité et non pas juste de manière isolée, sans faire de récupération politique, parce que la récupération politique, boulalalalala, pas la récupération politique, c'est horrible la récupération politique. Et puis comme ça, quand je vous dis que vous faites de la récupération politique, je ne vous parle pas du problème, eh bien, dites ce que vous voulez, ce n'est pas de la récupération politique, c'est de l'analyse factuelle d'une situation dramatique qui s'appelle, dans notre pays, un effondrement sécuritaire. Il faut nommer les choses, même si ça ne fait pas plaisir. Donc oui, c'est un effondrement sécuritaire. Et cet effondrement sécuritaire, soyons clairs, il touche tout le monde et personne ne peut y échapper, même plus maintenant, et en tout cas de moins en moins, les beaux quartiers. Alors, reprenons toujours un peu de hauteur, d'accord? Et pourquoi il faut en parler? Et pourquoi c'est important? Ça, c'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est quoi? Je suis vachement gêné, là, j'ai un truc qui fait de la lumière, j'arrive pas à me placer. Il va falloir que j'améliore mon truc, j'aime pas ce nouveau grenier. La pyramide des besoins, dite pyramide de Maslow, est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins et motivations pour les gens, d'accord? Donc, en numéro 1, nos besoins, d'accord, ce qu'on appelle nos besoins primaires, ce sont les besoins physiologiques. Il faut que je commence par respirer, il faut que je commence par boire, il faut que je commence par manger, accessoirement me reproduire dans certains cas, pour perpétuer l'espèce. Bref, ce sont mes besoins physiologiques. Il faut que je dorme, il faut que je puisse me reposer, il faut que je puisse être chauffé, être à l'abri, etc. Donc ça, ce sont mes besoins physiologiques. C'est dans la pyramide, dans la hiérarchie de besoins, le premier besoin. Le deuxième besoin qui arrive immédiatement après le premier, ben évidemment, c'est le besoin de sécurité. Alors, le premier besoin de sécurité, après c'est au sens large, d'accord, mais le premier besoin de sécurité, c'est la sécurité physique. Quand je sors de la caverne et de la grotte, il ne faut pas que je me fasse croquer par un dinosaure. Je sais, nous n'avons pas été contemporains des T-Rex, mais vous comprenez l'idée. Ici, le dinosaure, c'est, je sais pas, un grand méchant avec une grande lame de couteau ou avec une machette, puisque maintenant, on se balade avec les machettes dans les rues pour nous faire le coupe-coupe, d'accord? Donc, voilà, la réalité, c'est celle-là, donc c'est le besoin de sécurité. Quand je sors, je voudrais
comme ça, dans un monde un petit peu idéal, ne pas me faire trancher la tête, ne pas me faire poignarder, ne pas me faire coupe-coupe à la machette, ne pas me faire écraser par une voiture bélier et toutes les autres joyeusetés qui aujourd'hui deviennent effectivement monnaie courante. Et puis après, nous avons le besoin d'appartenance à un groupe, le besoin d'estime et puis le besoin de s'accomplir, etc. Alors tout ça, c'est très bien pour faire des économies développées, d'accord? Tout ça, c'est très très bien. Vous achetez un iPhone, ça va combler votre besoin d'appartenance. Vous allez être dans la catégorie des gens d'Apple. Votre besoin d'estime, voilà, vous vous sentez mieux, vous avez un beau téléphone, et puis vous vous accomplissez parce que quand même, voilà, c'est un accomplissement que de s'acheter sa Rolex à 50 ans, etc., etc. Bon, d'accord? Donc tout ça, on comprend. Bon, donc, pour faire une économie saine et développée, il vous faut le reste. Le problème, c'est que c'est une pyramide. Si vous n'avez pas le besoin de sécurité, il n'y aura pas le reste, d'accord? Il n'y aura pas le reste et on va évidemment continuer à développer cette idée. Ah, la Constitution, source, Conseil constitutionnel de la République, d'accord? Article 12, la garantie des droits de l'homme et du citoyen. Alors c'est dans la Constitution, c'est même la Constitution commence par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Et oui, pour pouvoir garantir vos droits, vos libertés, votre sécurité, il faut une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous. C'est pas une milice privée, d'accord? C'est la police, les gens en armes, les gens d'armes, les gardiens de la paix, les policiers, les gardiens de la paix, d'accord? Ils sont institués pour l'avantage de tous. Ils nous protègent, nous, tous, d'accord? Sans distinction. Ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir, non. Ils nous protègent tous, nous, la population. Ils sont les gardiens de la paix ou les gens en armes, les gendarmes. Et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. D'accord? Donc, quand la police devient milice, quand il y a un mouvement qui s'appelle les Gilets jaunes, qui doit être réglé par les urnes, par une approche démocratique, d'accord? Par une approche de l'action publique et politique, pas juste par du maintien de l'ordre. Quand la police devient milice, eh bien, évidemment, ça empêche une résolution politique de la situation. Donc, encore une fois, c'est institué pour tous et pas pour ceux auxquels c'est confié. Donc ça, c'est quelque chose de très très important dans les textes. D'accord? Après, évidemment, l'humain est l'humain. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable et elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Là aussi, c'est pas les uns qui payent plus, machin, etc. Non, c'est proportionnel par rapport à ce que chacun peut faire. Et bien évidemment, ces gens en armes, cette police qui ne doit pas être milice, elle coûte de l'argent et donc on va lever l'impôt pour pouvoir financer cette force publique qui va assurer la sécurité. Article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement. Alors je peux vous dire, moi je consens plus rien librement, d'accord? Je le fais parce qu'il faut et parce que j'y suis obligé, mais honnêtement, vu le bazar et la chienlit qu'il y a dans ce pays, je consens plus à une seule augmentation d'impôts. Voilà, il n'y a plus rien qui marche, il y a tout qui part à volo, stop, ça suffit, d'accord? La logique là, qui est dans les textes, ce qui sous-tend l'impôt, ce qui sous-tend la justification de l'impôt par l'État, c'est que l'État nous doit évidemment la sécurité par la force publique. Et à partir de ce moment-là, je consens, en fonction de mes moyens, à apporter ma juste contribution au maintien de cette force publique, de ces gens en armes et de ces gardiens de la paix qui vont nous permettre de vaquer à nos occupations. D'accord? D'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Autant vous dire quand même qu'on s'assoit bigrement sur nos textes fondateurs, surtout mes amis, que la folle idée d'aller lire la Constitution ne vous prenne pas d'envie, parce que tout d'un coup, vous auriez comme une dissonance cognitive entre ce qui est écrit dans les textes et la vie qui est la vôtre et le fonctionnement des institutions qui sont les nôtres. Tiens, d'ailleurs, c'était ce que je disais, les textes ici sont remarquables, d'accord? Et donc, par inculture, tout a été dévoyé. Et le droit constitutionnel ne doit pas être un droit abscon, c'est au contraire, je pense, le droit le plus essentiel et le plus fondamental pour la chose publique et de la chose politique
Et n'oubliez pas, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique, elle, va s'occuper de vous. Donc occupez-vous de politique, occupez-vous du droit constitutionnel, regardez comment sont les institutions. C'est passionnant et c'est surtout que ça vous permet de tirer la pelote et de voir ce qui devrait être et ce qui est réellement. Et entre ce qui devrait être et ce qui est réellement, je renvoie au discours du vice-président Vance à Munich, pour ceux qui l'ont suivi, et j'en parlerai dans mes éditions Insolentiae, mais voilà, vous avez un écart qui est de plus en plus important et c'est évidemment inquiétant. Mais le plus grand danger, c'est pas tous les faits divers dont je vous ai parlé. Le plus grand danger, celui qui menace profondément l'État et qui est en train d'entraîner cet effondrement et cet apocalypse sécuritaire, c'est le narcotrafic. Et rassurez-vous, la légalisation ne changera rien à l'affaire. La légalisation, c'est le remède des faibles. D'accord? C'est le remède des faibles, c'est le remède des sans imagination, c'est le remède des permissifs et c'est ceux qui pensent pouvoir encore acheter de la paix à bas prix. D'accord? Voilà ce que c'est ceux qui plaident pour la légalisation. La légalisation, c'est l'acte de lâcheté suprême d'un politique quand on parle évidemment du narcotrafic. Parce qu'après la légalisation du shit, d'accord, vous aurez quoi? Vous aurez la cannabis, l'héroïne, évidemment. Bon, donc, et puis toutes les drogues de synthèse. Donc de toute manière, votre légalisation, elle est absolument sans fin. C'est l'idée des faibles et des sans-idées. Lui là, je vous le présente, pour ceux qui sont un peu plus jeunes que moi et qui n'ont pas la barbe blanche, je vous présente Pablo Escobar. Pablo Escobar, c'était le fondateur, le patron, le parrain, le chef du cartel de Medellín en Colombie, d'accord? Des milliers de morts. Des milliers de morts. Les cartels, c'est des guerres civiles. Les cartels, c'est de la corruption. Les cartels, c'est de l'enlèvement. Les cartels, c'est effroyable. Et quand un pays tombe dans le narcotrafic, le pays s'effondre totalement. C'est les enlèvements de chefs d'entreprise. C'est l'obligation de se trimballer avec des gardes du corps quand vous êtes à la tête d'une société un peu importante. Quand vous êtes commerçant, vous vous faites racketter. C'est ça dont on parle. D'accord? Donc, ce qui est en train d'arriver à la France, c'est déjà arrivé ailleurs. Moi, je m'en souviens parce que je l'ai vu de mes yeux vus, je l'ai vécu sur la Colombie, sur la mafia italienne. Ce sont des choses que les jeunes générations, on va dire tous ceux qui ont aujourd'hui moins de 30, 35 ans, c'est théorique, d'accord? C'est tout au mieux théorique. Pour les plus anciens, on l'a vécu, on a vécu des assassinats de juges, on a vécu tout ça. Tenez, regardez. Le plus grand danger toujours, le narcotrafic, source 2023, la violence des gangs dans le monde. Là, c'est en dizaines de milliers de morts, d'accord? Donc 31 000 morts au Honduras, 40 000 morts en Haïti, 23 000 morts au Mexique, d'accord? Des gangs et des mafias mexicaines, 25 000 morts en Colombie, 44 000 morts en Équateur, 45 000 morts en Afrique du Sud. Et oui, Elon Musk parle de l'Afrique du Sud, vous croyez que c'est par hasard? 45 000 morts, c'est là où en 2023 il y a eu le plus de morts à cause des gangs, des mafias, de la drogue et de l'effondrement des structures étatiques. Je rappelle quand même que l'Afrique du Sud a des centrales nucléaires, je dis ça, je dis rien. D'accord? Donc, vous êtes sur des situations qui sont dramatiques quand on laisse s'enquister le narcotrafic. C'est ça auquel vous arrivez. Et vous mettez des blocs de béton partout, vous mettez des gens avec des mitraillettes devant chaque établissement public, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas évidemment tout protéger. Donc à un moment donné, vous réduisez physiquement les périmètres sécurisés. Et puis vous arrivez, c'est l'équivalent de Bagdad. Hein, vous avez la zone verte, hein, et puis tout le reste, ça s'entretue. C'est absolument merveilleux. C'est ça. Une apocalypse sécuritaire, un effondrement sécuritaire, 700 000 morts par an, c'est autant que les conflits armés et que les guerres dans le monde. D'accord? Parce que les narcotrafics, c'est une guerre pour un pays. C'est une guerre et c'est la pire, c'est une guerre civile. Au Mexique, depuis 2006, pour vous donner quelques chiffres, source Le Monde, d'accord, un journal très terriblement complotiste, Le Monde, 450 000 morts depuis 2006 au Mexique, plus les 100 000 disparus, 550 000 morts. Pour information, 600 000 morts, c'est le nombre de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. Juste comme ça, pour vous
permettre un ordre de grandeur et de comparaison. 700 000 morts, des gangs et des mafias dans le monde, pas dans le mode, dans le monde, soit autant que pendant les guerres et les conflits sur la même période, là ici c'était 2023. Lui, c'est pas Pablo Escobar, lui, c'est le juge Falcone qui a été assassiné au début des années 90 par la mafia italienne. C'était l'opération Manipulite, l'opération main propre en Italie. Et oui, on est au début des années 90, il y a l'euro qui se profile, l'entrée dans la monnaie unique, l'intégration européenne, et donc il faut nettoyer les écuries d'Ogias et permettre à l'économie italienne de pouvoir s'exprimer pleinement. Et donc pour ça, il faut lutter contre les mafias qui prennent beaucoup trop de place. Le juge Falcone, il a été assassiné. Alors, on n'a pas encore eu de juge assassiné, mais rassurez-vous, il n'y en a pas pour longtemps. Ça va arriver, d'accord? Et donc évidemment, en disant cela, je le dis avec gravité et inquiétude, mais nous en prenons le chemin. Narcobanditisme, 5 février, 4 ans de prison pour avoir menacé une juge d'instruction. Et oui, ils sont puissants, les narcotrafiquants, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'armes, et puis c'est pas la guerre en Ukraine qui permet d'assécher les filières illégales d'approvisionnement d'armes. Donc vous pouvez ficher tous les gentils chasseurs en veux-tu, en voilà. Et évidemment, le problème, ce n'est pas les armes légales, le problème, ce sont les armes illégales. Et les Kalachnikov ne sont pas des armes pour chasseurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on ne chasse pas le sanglier à la Kalash, mais plutôt le bipède du gang d'en face. Si je peux me permettre cette petite comparaison qui n'est pas raison, et vous percevrez, j'espère, toute l'ironie dans le son de ma voix, mais également l'agacement profond qui est le mien de constater l'enfoncement et l'effondrement de notre pays, parce que personne ne mérite ça en France, personne ne mérite de vivre dans cette situation. La France s'effondre sous l'insécurité, toujours à Marseille, la DZ Mafia, connue pour être l'un des principaux gangs de la drogue, s'attaque désormais aux bars et aux restaurants pour les racketter. Source France Info, autres médias extrêmement complotistes. Faut être très très clair là. Le racket des commerçants comme protection, c'est vieux comme les mafias italiennes, les mafias américaines, etc., qui étaient d'ailleurs des excroissances et des extensions des mafias italiennes. La mafia, ça veut dire que l'État, la puissance publique est en déliquescence, elle est en effondrement, d'accord? Quand l'État recule, les mafias avancent. Quand l'État recule, la délinquance avance. Vous savez, la nature a horreur du vide. Ce principe biologique, eh bien, il s'applique aussi à la délinquance. Quand il y a mafia, la pression fiscale de l'État est faible, puisque l'État, il recule, c'est des États impuissants. L'Italie, il y avait très peu d'impôts à l'époque, dans les années 90, à la belle époque de la mafia italienne. Le problème, c'est qu'en France, on est en train d'avoir les deux. La pression de l'État qui est maximale. Et alors là, pour nous faire les poches, ils nous font les poches. Et en plus, la mafia vient et fait les poches. Alors là, il parlait d'un restaurant à Marseille à qui on devait à qui les racketteurs et la DZ Mafia demandaient 80 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ou 10 000 euros par mois pour une discothèque et une boîte de nuit. Pareil, je ne sais pas si vous vous rendez compte des sommes, c'est considérable. Vous ne pouvez pas avoir d'économie avec la pression fiscale que met l'État. Et si en plus vous avez les mafias qui viennent vous réclamer elles aussi de l'argent, je vous assure que l'économie va s'effondrer extrêmement vite, mais extrêmement rapidement, sous les yeux ébahis de nos mamamouchis qui ne sont qu'une bande d'abrutis. Ceci étant dit, la France s'effondre sous l'insécurité. Fonds monétaire international, si vous fouillez économie, sécurité, sécurité et économie, vous avez le pilier de la sécurité économique. Alors c'est la sécurité des échanges, c'est la sécurité juridique, c'est la sécurité de la propriété, propriété privée comme propriété intellectuelle, etc. La sécurité sous toutes ses formes, parce que la sécurité est protéiforme, et c'est un concept large, jusqu'à la notion de sécurité sociale, les amis. Eh bien, la sécurité, c'est le pilier fondamental de toute économie prospère et développée. Pas de sécurité, pas d'économie. Si votre sécurité s'effondre, votre économie va s'effondrer. Ce n'est qu'une question de temps, mais c'est une évidence. Et il n'y en a pas un qui le comprenne parmi ceux qui nous dirigent
C'est ahurissant. Voilà, c'est ahurissant. La sécurité, c'est primordial pour avoir une économie et tout le reste en découle. Sinon, c'est Haïti, sinon, c'est la Somalie, dans les versions extrêmes, d'accord? Et si ça continue, on va y arriver, par faiblesse et par lâcheté. Alors, on va être clair. Nous assistons à cet apocalypse sécuritaire et ça peut être pire. Pourtant, ça pourrait être mieux. Et c'est assez simple en réalité. Hein. Un méchant, c'est un méchant. Qu'il soit français, blanc, noir, vert, rouge, violet, marron, peu importe. Un méchant, c'est un méchant. Un gars qui poignarde, c'est un gars qui poignarde. Qu'il soit sous OQTF ou pas sous OQTF, d'ailleurs, c'est pas un sujet. Pourquoi on parle des OQTF? Je pense qu'il y en a beaucoup qui parlent des OQTF parce qu'ils n'auraient plus dû être là. Pourquoi on parle des multirécidivistes, qu'ils soient français, pas français? C'est qu'ils n'auraient pas dû être dehors. D'accord? C'est pas de la récupération politique, ça. C'est du bon sens. Un méchant est un méchant. Et d'ailleurs, quand il ne restera plus que les gentils dans les rues, tout le monde aura une vision totalement différente de votre positionnement sur la palette des couleurs quand il n'y aura que des gentils dans la rue. Voilà, le problème, c'est évidemment les méchants. Donc les méchants, ça se traite à coups de gourdin sur la tête. C'est une image, d'accord? Et on tape avec des gourdins comme dans les dessins animés, et on les enfonce dans la terre, là, bon, jusqu'à ce qu'ils comprennent que le plus fort, c'est le droit, c'est la puissance publique. Et non, on n'a pas le droit de tuer, de poignarder, de violer, etc., etc. Et les atteintes aux personnes doivent être traitées d'une manière, et même pas sévère, extrêmement sévère, d'accord? Et il va falloir imaginer d'autres peines, hein, voilà. Donc à un moment donné, une peine de mort n'est pas forcément le sujet, d'accord? Vous avez toute une palette de peines possibles et imaginables qui n'inclut pas forcément de faire du karting en prison. Tout le monde a le droit à la sécurité, d'accord? Imaginez que parce qu'on serait d'origine étrangère dans certains quartiers, on aime y vivre et qu'on aime avoir cette insécurité, c'est pas vrai, d'accord? Tout le monde a le droit à la sécurité. Il n'y a pas plus raciste que d'imaginer, de sous-entendre ou de penser que parce que vous seriez justement marron, noir, café au lait, beige, etc., vous seriez très content de vivre dans l'insécurité. Tout le monde a droit à la sécurité et la sécurité est le préalable pour étudier, pour travailler, pour s'intégrer, pour vivre ensemble, d'accord? Parce qu'il va falloir le définir, le vivre ensemble. Hein. Le vivre ensemble, les valeurs de la République, d'accord? Ça veut dire quoi ça? Non mais concrètement, ça veut dire quoi? D'accord? Donc la première étape du vivre ensemble, c'est déjà ne pas s'entretuer ni se poignarder, d'accord? Ni se couper au coupe-coupe, ni se couper à la machette. Voilà. Ça doit être posé, ça doit être dit. D'accord? Ça, c'est la première étape du vivre ensemble. Hein. Si vous laissez les méchants couper les gentils à coupe-coupe, à machette, à tout ce que vous voulez, à couteau de cuisine, à machin, de toute manière, il n'y a pas de vivre ensemble. Hein. Ça n'existe pas. Le vivre ensemble, c'est déjà pas tuer l'autre. Voilà. C'est peut-être clair, ça, comme ça, non? Faut le dire. Bon. La permissivité, c'est pas une solution. La démagogie non plus et la culture de l'excuse pas plus. Vous avez vu ce que ça donne? 40 ans de permissivité, de démagogie, de culture d'excuse. Stop! Ça marche pas. Fini. On arrête. C'est parce que l'État nous doit la sécurité que l'impôt est légitime. Pas de sécurité, pas d'impôt les cocos, hein, d'accord? Donc moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez sur les impôts, sur les riches, les machins, les trucs, mais le problème, c'est pas Bernard Arnault, d'accord? Vous comprenez ça? Le problème, c'est pas Bernard Arnault, hein? Donc quand le sage vous montre la lune, l'imbécile il regarde le bout du doigt, hein, et quand Mélenchon il vous montre Bernard Arnault, eh ben vous regardez pas toute la chienlit, la permissivité, la démagogie, la lâcheté, la culture de l'excuse, d'accord? C'est exactement ça. Mais Mélenchon n'est pas le sage. Hein. Pas de sécurité, pas d'impôt légitime, pas de sécurité, pas d'économie développée, pas de croissance, pas d'innovation, évidemment la fuite des cerveaux, tout le monde s'en va. Et qu'est-ce que font les Sud-Africains? Eh bien, beaucoup partent aux États-Unis et tout passe par quoi? Par l'éducation, la morale, la politesse, l'instruction, les sanctions, le courage, le travail, bref, des valeurs rances, des valeurs d'extrême droite, des valeurs immondes, d'accord? Oui, sauf que
À un moment donné, il faut travailler, à un moment donné, il faut pas s'entretuer, à un moment donné, il faut de la sécurité, à un moment donné, il faut de la rigueur, à un moment donné, on fait pas fonctionner les centrales nucléaires en jouant la licorne à crête bleue, bon, etc., etc., d'accord? Donc à un moment donné, hein, le bon sens, eh ben, on le met là où il doit être. Avec bienveillance, avec gentillesse, avec compréhension, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas le même parcours, tout le monde n'a pas les mêmes chances, tout ça on est bien d'accord, c'est pas le sujet, d'accord? Le sujet, c'est le bon sens au cœur de l'action publique, et donc on définit ce que c'est que les valeurs de la République. Hein, c'est quoi les valeurs de la République? Et le premier qui me dit c'est égalité, liberté, fraternité, je dis ok, super, t'as récité le manuel, et alors, ça veut dire quoi, liberté, égalité, fraternité? D'accord? Tu le déclines comment? Concrètement là, on le décline comment? Ça veut dire quoi? Quelle action dans les villes? Quelle action sur le logement? Quelle action sur la sécurité? Quelle action sur l'économie? Quelle action sur les impôts? C'est quoi les valeurs de la République? Mais personne, tout le monde est un foutu de définir les valeurs de la République, d'accord? C'est des mots creux, cachant l'impuissance de ceux qui nous dirigent et qui n'ont pas la moindre queue d'un bout de morceau de début d'idée et de vision. C'est des nuls. Voilà, il n'y a rien à récupérer. Ce qui se passe est absolument ahurissant. Il va falloir donc cesser de courir après le commerçant à qui il manque une étiquette, hein, d'accord. Il va falloir arrêter, histoire vraie, hein, d'un camarade copain agent immobilier qui avait 2 mandats de vente qui étaient expirés de 15 jours ou de 3 semaines, qu'il n'avait pas eu le temps d'aller refaire signer, prolonger, etc. Il s'est fait aligner par la répression des fraudes, 5 000 € d'amende, convocation par le procureur de la République qui lui a expliqué qu'il n'avait pas intérêt à l'y reprendre, égard à lui. Hein, donc évidemment, il est ressorti complètement pétrifié et humilié de cette expérience. C'est vrai que c'est dramatique, hein, c'est dramatique. Alors c'est pas bien, hein, je vous jure, c'est pas bien, ok, mais voilà, donc faut arrêter de courir après les faux méchants, hein, et il va falloir maintenant mettre des moyens pour courir après les vrais méchants. L'agriculteur qui cure un fossé, vous l'avez entendu, qui taille la haie qu'il faut pas tailler, l'automobiliste avec un contrôle technique pas tout à fait à jour, la vignette critère qui va pas, le pass sanitaire ou le gars qui est en train de manger un sandwich avec sa copine sur une plage pendant un confinement, c'est que des choses dramatiques. Alors là, par contre, il y a des drones de la gendarmerie, effectivement, pour surveiller les plages où les dangereux délinquants étaient à l'air libre, en train de se bécoter non pas sur les bancs publics, mais sur les plages publiques, ce qui apparemment était dramatique, se concentrer sur les méchants, les vrais. Un méchant est un méchant. Tout le reste ne nous regarde même pas, d'accord? Un méchant est un méchant. Si on part simplement de ce point-là et qu'on traite simplement ça, déjà, la progression va être terriblement efficace. Et je pense qu'on peut tous se mettre d'accord au moins sur ce petit dénominateur commun. Un méchant est un méchant et les méchants sont traités à coups de gourdin, boum, 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 et on les enfonce dans la terre jusqu'à ce qu'ils comprennent. En finir avec la culture de l'excuse, de la compréhension, etc., etc. Un méchant est un méchant et il n'y a rien qui justifie les armes, les machins, les trucs, d'accord? En finir avec la culture de l'impuissance publique et l'incapacité à décider des politiques. Et oui, donc ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique où Trump vous montre ce que c'est que la puissance publique et la puissance de la décision, eh bien, ça fait frémir ici, mais par contraste, vous voyez l'impuissance publique, d'accord? On parle de la puissance publique, mais on ne doit pas plus parler de la puissance publique en France. On parle de l'impuissance publique. Ils sont impuissants sur tout, sur tout. Ils sont impuissants économiquement, ils sont impuissants militairement, ils sont impuissants sur tout, sauf pour enquiquiner les gentils. Alors là, plus ils sont impuissants sur les choses importantes, plus ils sont puissants pour enquiquiner les petits, les gentils, ceux qui respectent la loi. C'est un dévoiement absolument effrayant de ce que doit être une force publique au service de tous et pas des intérêts de certains. L'effondrement sécuritaire, c'est le père de tous les effondrements. Ça commence par un effondrement sécuritaire et vous avez l'effondrement économique qui suit et qui est inéluctable. Voilà les réflexions que je voulais partager avec vous
les amis, aujourd'hui. Également un grand coup de colère parce qu'on voit ce qui est en train de se passer. On voit cet apocalypse sécuritaire qui est en train de déferler sur le pays. C'est absolument dramatique, ce n'est pas terminé, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas évoquées ici, et ceux qui veulent lire entre les lignes liront entre les lignes, et ceux qui veulent aller plus loin pourront aller plus loin comme ils l'entendent, mais il y a d'autres faiblesses en plus dans notre pays qui augmentent les fragilités spécifiques de la France. Nous sommes à la veille de l'effondrement sécuritaire. Et cet effondrement sécuritaire va entraîner l'effondrement économique du pays. En réalité, nous avons un petit peu les deux. Un effondrement économique par la dette, en réalité, qui part de la dette et de l'endettement du pays, et un effondrement sécuritaire. S'il n'y a pas une reprise en main dans les 12 mois de ce pays, nous passerons directement à la phase avalancheuse de l'effondrement économique de l'effondrement sécuritaire qui sera vécu par les gens comme l'apocalypse sécuritaire, parce que quand la violence déferle dans les rues et que la sécurité n'est pas assurée, eh bien c'est le deuxième besoin le plus fondamental de l'homme auquel l'État ne peut plus répondre, et donc c'est la faillite objective de l'État. L'État est failli, l'État s'effondre sous ses impuissances. Voilà. Donc il faut que l'État évidemment retrouve de la puissance. Et vous savez quoi? C'est extrêmement simple. Ça passe par le fait de décider de retrouver de la puissance, de décréter de retrouver de la puissance. Et derrière, vous verrez, ça peut embrayer. Donc évidemment, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il n'est jamais trop tard. Mais là, quand même, ça commence à être mal emmanché. Donc il serait temps, et c'était l'objet de ce petit coup de gueule, de redresser la barre et de prendre le taureau par les cornes avant que le taureau, lui, ne nous encorne. Sur ces belles paroles et ce proverbe digne d'Alain Gillot-Pétré, ça fera sourire les plus anciens. Prenez grand soin de vous, sortez protégés, mettez des tours de cou, des blousons épais, il fait froid. Prenez soin de vous, soyez prudents. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau JT de ce nouveau grenier que je vais essayer de réaménager, ça me plaît pas. Salut les amis, prenez soin de vous.